Et voilà, bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau JT du Grenier, la seule émission de YouTube réalisée sans montage et sans trucage à partir d'un grenier normand. Voilà, l'autofocus autofocant va t'autofoquer, tout va très bien, et me voilà. Voilà. Coucou les amis, cette semaine nous allons parler de pandémie. Et oui, forcément, hein, vous le voyez venir, le confinement 3 bien sévère et bien rude à la mars 2020, et puis vous le voyez se profiler, vous le voyez monter, vous voyez la vague arriver. Vous vous souvenez ce qu'on racontait sur les yo-yo et les confinements yo-yo, premier confinement, deuxième confinement, troisième confinement, et parce que plus il y a de fous, plus on rit, quatrième, cinquième, sixième, dixième confinement, donc nous allons parler de pandémie, d'épidémie, de temps long, et nous allons parler évidemment d'immobilier, puisque vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouveaux, il y a beaucoup d'éléments que je voulais évoquer avec vous cette semaine sur immobilier et pandémie, et c'est évidemment le titre de cette vidéo, pandémie, immobilier, immobilier, pandémie, vous allez voir, les deux vont marcher ensemble. J'ai plein de choses à vous dire, allez venez, suivez-moi, on y va. Alors immobilier, pandémie, la décennie qui va tout changer. Et oui, soit la pandémie est de courte durée et donc son impact sur le marché immobilier sera somme toute que momentané, plus ou moins important, mais momentané, et puis la pandémie prend fin, nous retournons à nos bonnes vieilles habitudes et au monde d'avant, on sort, on prend l'avion, on va au cinéma, on va se faire bronzer à Copacabana ou à Bali, chacun ses goûts, chacun fait ce qu'il veut, un petit week-end à Rome en amoureux en EasyJet à 40 € par personne, etc., etc. Ou alors la pandémie dure beaucoup plus longtemps que ce que l'on nous laisse croire. En tout cas, on ne nous dit rien, hein, plus précisément, c'est pas qu'on vous ment ou qu'on vous dit pas, c'est qu'on vous dit rien. Et donc, vous allez voir que, eh bien, à mon sens, il faut penser la pandémie dans le temps long. Alors pourquoi dans le temps long? Parce qu'en fait elle va s'installer durablement, cette épidémie et cette pandémie. En tout cas moi ça va être le point de départ de toutes mes prévisions économiques à compter de maintenant. Alors ça faisait longtemps, hein, ceux qui sont abonnés à la stratégie, vous savez à peu près ce que j'en pense depuis le premier jour et depuis le début. Néanmoins, à partir de maintenant, c'est important de vraiment dire que la pandémie ne sera pas de courte durée. C'était pas forcément audible il y a encore un an, c'était pas forcément crédible. Moi, quand je disais il y a un an que ça allait durer très longtemps, il faut voir ce qu'on m'a dit, les commentaires que j'ai reçus ou ce qu'on a pu m'expliquer. Maintenant, je pense que chez certains, ça commence à cheminer et donc la pandémie ne sera pas de courte durée. Hein. La crise sanitaire ne sera pas de courte durée et donc évidemment, ça va avoir un impact fondamentale sur et la crise économique et l'économie et évidemment le secteur immobilier. L'horizon n'est pas le premier, le deuxième ou le troisième confinement, mais le quatrième, le cinquième, le dixième et le 20e confinement. L'horizon n'est pas la vaccination, attention, je ne suis pas là pour vous dire de vous faire vacciner ou pas vacciner, c'est pas mon propos. Vous allez voir qu'après on va voir qu'on a des éléments factuels d'information parfaitement officielle et de sources tout à fait officielles également, hein, pour montrer et démontrer que cette affirmation, hein, encore une fois, vous connaissez mon point de vue, affirmation ne vaut jamais argumentation, donc on va argumenter sur cette vaccination. Évidemment, tout miser sur la vaccination, je pense que c'est une erreur stratégique majeure de nos dirigeants, et je vais vous expliquer pourquoi, en dehors une fois du fait de vous faire vacciner, pas vacciner, c'est pas mon propos ici, j'ai pas à rentrer dans le débat, vous savez, YouTube a des chartes, etc., je vous l'avais déjà expliqué, donc c'est pas mon sujet. Moi je suis là pour analyser les choses de manière économique et vous dire attention, la pandémie va être longue. Comme elle va être longue, la vaccination forcément ne sera pas l'élément qui va faire en sorte que, hop, voilà, on va retourner à notre vie d'avant tout de suite. Donc ça va avoir des répercussions évidemment économiques. Et par rapport à notre sujet, eh bien, je vais reboucler avec l'immobilier. La réalité sera beaucoup plus complexe et nettement moins enthousiasmante. La crise va durer entre variants et pics épidémiques. La vaccination ne sera qu'une réponse partielle et momentanée, et donc il faudra se vacciner sans doute régulièrement. Alors voilà, premier élément, pour ceux qui parmi vous
ont déjà vu cette vidéo. Je vous invite à revoir la vidéo du professeur Djilali Hanane, qui est professeur à l'hôpital Raymond Poincaré, chef du service de réanimation de Garches. Je lis parce que je ne le connais pas par cœur, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc voilà, vous tapez ce titre-là sur votre moteur de recherche préféré, Covid-19, pas de retour à la normale avant la fin de la décennie, selon le professeur Djilali. Et donc vous aurez cette vidéo où il était interviewé sur CNews et où il explique pourquoi, selon le professeur, eh bien, on vient d'en prendre pour 10 ans. La vaccination, c'est long à mettre au point, et puis après c'est long de la déployer et c'est long de vacciner tout le monde. Pour lui, la pandémie est mondiale, donc c'est minimum 24 mois, hein, entre le moment où vous avez les vaccins, où ils sont fabriqués et où tout le monde a été piqué. De toute façon, c'est 24 mois. Et entre-temps, vous avez un variant biologiquement avec des modifications biologiques significatives à peu près tous les 15 jours. Voilà, hein. Donc ça ne veut pas dire que c'est plus grave, moins grave, ça veut dire que les virus type coronavirus, ça mute en permanence et donc voilà, ça s'adapte également, et donc plus on soumet à une pression de la vaccination, bien plus il va s'adapter. Vous allez voir, c'est quelque chose que évidemment les autorités connaissent et savent. La pandémie est mondiale, donc le virus il est partout, et par contre pour vacciner la totalité de la planète et les 7 ou 8 milliards d'habitants que nous sommes, évidemment c'est pas 24 mois, ça sera beaucoup plus long, et donc des milliards de personnes, c'est ce que dit le professeur Djilali, n'ont pas accès à la vaccination. Il a objectivement, factuellement, parfaitement raison, ce qui veut dire que les week-ends à Copacabana et à Bali, les week-ends au Sénégal et machin, c'est pas forcément gagné tout de suite, et ça pourrait prendre beaucoup de temps, déjà rien que sur cette dimension-là, du tourisme ou du transport aérien. Mais c'est pas tout, je vous invite à lire cet article qui est, je vous en ai fait la copie, qui est dans Science et Vie de ce mois-ci. Et donc Science et Vie, ils disent tout de suite, n'allez pas croire que Science et Vie s'oppose à la vaccination. Encore une fois, ils ne s'opposent pas à la vaccination. Ils sont même pour, pas de doute, cette campagne de vaccination est indispensable pour mettre fin à l'épidémie en cours. Pour autant, nous ne sommes qu'au début de l'histoire. Nous ne sommes qu'au début de l'histoire pour Science et Vie, qui fait son explication et qui explique que le coronavirus ne cessera jamais. Alors là, c'est super, je viens d'avoir une mise à jour, donc vous voyez quand je vous dis que c'est sans trucage et sans montage, c'est pas faux, voilà. On se remet, donc le coronavirus ne cessera jamais d'évoluer, variant anglais, brésilien, sud-africain, californien, et puis le plus dangereux de tous, le plus compliqué, le plus difficile à affronter, évidemment, le variant breton. Hein, tout le monde sait en Normandie, d'où je m'adresse à vous, que les Bretons tête de con, ne m'en veuillez pas les Bretons, c'est de l'humour, et que le Mont-Saint-Michel est bien en Normandie et pas en Bretagne, évidemment, tout le monde le sait, donc le variant breton est évidemment très 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 dangereux. Voilà, c'est au-delà de la plaisanterie. Eh bien, vous voyez bien toute cette succession de variants avec de plus en plus de difficultés pour le vaccin d'origine, et bien de lutter contre les variants qui vont apparaître progressivement. Lorsque la population sera immunisée, ça va créer une pression sélective, c'est ce qu'on appelle le processus d'échappement des virus qui fera émerger des mutants échappant au vaccin. La technique ARN-M permettra d'aller vite, dit Science et Vie dans cet article, et donc on pourra se vacciner régulièrement, et dès qu'il y aura des mutants qui apparaîtront, mais quand des mutants apparaîtront et le temps qu'on l'identifie, qu'on l'analyse, qu'on fasse le vaccin ARN-M spécifiquement adapté à cette souche, qu'on pique tout le monde et que ça pose pas de problème, eh bien il va encore se passer des mois, et des confinements, des reconfinements, des déconfinements, des reconfinements, et donc ça va durer très longtemps. L'intrusion du virus dans la faune domestique, les chiens, les chats, les visons, etc. Donc il y a de plus en plus d'animaux qui sont infectés, donc tout ça, ça va faire des croisements, là aussi des mutations, et donc au fil des années, à force d'infection et de réinfection, eh bien ce virus deviendra peut-être inoffensif, comme les autres coronavirus avec lesquels l'humanité a appris à vivre, et qui donnent par exemple les rhumes. Donc vous voyez, on a de plus en plus d'éléments où quand on regarde un petit peu la presse, quand on lit ceux qui réfléchissent vraiment et qui pensent un petit peu, on voit bien que ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il va falloir penser l'épidémie dans le temps long. Et ça va pas être drôle évidemment, jusqu'à Benyamin Netanyahou, pareil, vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, nous nous préparons au scénario pessimiste selon lequel il faudra renouveler les vaccins tous les 6 mois. C'est le Premier ministre israélien, face à l'émergence de nouveaux variants, eh bien il prépare
il prépare sa population. Et donc l'une des questions qui se posera dans les années qui viennent, évidemment, ce sera la tolérance de nos organismes à ces vaccinations ARN-M au long cours, répétées, etc. Et donc là aussi, ça sera peut-être compliqué, et puis compliqué aussi en termes d'acceptabilité sociale. Donc là aussi, encore une fois, on ne se vaccine pas pour aller au restaurant, hein, on se vaccine parce que il y a un bénéfice-risque à le faire. On ne se vaccine pas pour aller à un concert, évidemment, c'est un acte médical. Voilà, enfin, je veux dire, c'est pas anodin une vaccination. Donc l'argument qui consiste à dire je me vaccine pour aller au resto, ok, pour moi c'est pas du tout un argument, on n'est pas du tout dans la même échelle de valeur. On ne se vaccine pas pour aller au restaurant, évidemment, hein, on se vaccine dans le cadre d'une politique et d'une stratégie globale de santé publique, éventuellement, et de bénéfices-risques spécifiques et adaptés à chacun. Alors une dynamique de crise longue, donc comme il y a le Covid long, eh bien nous allons vers une crise longue, très très longue. La durée de la crise n'est pas ou très peu expliquée, c'est ce que je voulais essayer de vous démontrer, en tout cas de vous donner des éléments de réflexion pour commencer à travailler de votre côté cette hypothèse que la crise pourrait être beaucoup plus longue que ce que vous aviez anticipé jusqu'à présent. Vivement cet été que ça aille mieux, hein, qu'on puisse retourner au resto, tout réouvrir, ou cet automne que tout le monde soit vacciné et qu'on n'en parle plus, qu'on soit évidemment débarrassé définitivement de ce terrible coronavirus et qu'on retourne à notre vie d'avant. Ça va pas être aussi manichéen, ça va pas être aussi simple, ça va pas être on-off, ça va pas être aussi facile que ça. Alors évidemment, on pourrait ne jamais en finir, mais il faut préserver la santé psychique des populations et ne pas créer le désespoir. Donc c'est pour ça que l'information va diffuser lentement, puis qu'à chaque fois on vous dira ah bah, c'est une nouvelle épidémie, ah bah c'est un nouveau variant, ah bah c'est une nouvelle situation. Mais en fait, c'est la même chose, c'est évidemment la même épidémie qui va durer des années et des années et des années. On va mettre beaucoup de temps à nous en débarrasser, et la vaccination, encore une fois, n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la stratégie médicale de santé publique, à mon sens, que nous devons adopter. Il doit y avoir de la vaccination, mais pas que, évidemment, on va y revenir. Les hommes ont besoin de temps pour assimiler une idée et accepter de mettre en œuvre les changements adaptatifs que cette nouvelle situation va nécessiter. Et donc, il faut là aussi laisser infuser, soumettre au raisonnement des gens, et que les gens commencent à réfléchir à ça, et puis petit à petit ils vont s'adapter. Et donc évidemment l'adaptation elle est progressive, donc vers des confinements en yo-yo pour plusieurs années, la nécessité de ne pas miser toute la stratégie sur les vaccins, je vous en ai parlé, développer des méthodes de test par exemple et de tracing efficaces, donner confiance et penser une aide financière aux malades. Beaucoup de gens vont travailler alors qu'ils se savent malades pour la simple et bonne raison, mais ça c'est pas venu à l'esprit des grands mamamouchis à la tête de l'État, qu'il y a des délais de carence et que souvent il y a un reste à charge, et que non, il n'y a pas dans les congés maladie forcément du 100% pour tout le monde. Et donc sur des salaires qui ne sont pas élevés, quand il y a 3, 4, 5 jours de paye en moins, eh bien ce sont 3, 4, 5 jours de paye qui manquent cruellement. Donc il va falloir penser une aide financière à toutes les personnes que l'on va mettre en isolement, et ça coûterait beaucoup moins cher que de fermer tout le pays, et ça permettrait pour des sommes pas très très importantes évidemment, quand on raisonne versus le coût d'un confinement, eh bien payer les gens à l'isolement, les indemniser financièrement pour qu'ils ne perdent pas un centime d'euro, voire même qu'on leur mette un tout petit peu de beurre dans les épinards, eh bien ça coûterait infiniment moins cher à la société que de voir des gens aller en infecter d'autres et continuer à sortir parce qu'ils ne peuvent pas assumer les jours de carence. Et donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler. Parce que c'est une source d'infection aujourd'hui, donc de diffusion évidemment du virus. Il va falloir développer des traitements simples et dits de première intention, au-delà de 3 Doliprane, mettez-vous au lit, faites votre prière. Voilà, ça c'est pas super quand même, hein, quand on dit ça à un patient, bah écoute, voilà, tu te mets au lit, ça c'est, puis tu fais le 15 quand tu respires plus trop, hein, mais en attendant tu serres les fesses, éventuellement si tu es croyant, tu fais ta prière. Ok, super, Dieu est grand, on le sait tous, mais si on peut avoir quelques petits médicaments, ça serait bien. Donc ça serait intéressant. Il faut évidemment développer les outils numériques et distanciels pour pouvoir fermer les écoles.
Il faut par exemple, et je vous donne des idées, des pistes de ce qui va changer comme ça, parce qu'on sera obligé d'y venir à ce genre de choses. Il faut cesser les zones de vacances par exemple. Vous voyez, dans notre processus adaptatif, vous avez la zone A, la zone B, la zone C. Non, là ce qu'il faut, c'est évidemment fusionner toutes les zones de vacances, qu'on arrête de penser au tourisme et d'étaler la charge touristique pour que les saisons touristiques durent plus longtemps. Ça sert strictement à rien, puisqu'on confine le pays entier, qu'on ferme les restaurants et que les hôtels ont personne. Donc évidemment, il vaut mieux fermer maintenant les écoles au même moment pour faire des séquences de freinage très régulières, puisque de vous à moi, il ne faut pas être grand clair pour comprendre que maintenant que tout est fermé dans ce pays, sauf les transports en commun et les écoles, c'est les transports en commun et les écoles qui sont les lieux de plus grande infection et contamination. Donc vous pouvez toujours fermer l'épicerie de Monsieur Michu ou le magasin de, je sais pas moi, allez, pour faire du tricot et de laine fil d'art de Madame Michu dans le Jura ou dans le Larzac. Et je peux vous assurer que c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit la physionomie de l'épidémie et au profil, puisque tous les restaurants sont fermés, tous les concerts sont fermés, les salles de spectacle sont fermées. Donc évidemment, il reste quoi? Il reste les cantines scolaires, les écoles, les sanitaires des écoles. Et donc, on a la moitié des infections quotidiennes qui proviennent d'enfants dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Et donc évidemment, le drame vient de là. Et donc, je suis favorable à ce que, évidemment, les écoles restent ouvertes, mais on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et donc, on voit bien que si on fermait toutes les écoles au même moment, par exemple, on freinerait évidemment l'épidémie. C'est le but du confinement. Donc, fusionnons les périodes de vacances scolaires pour fermer tous les établissements au même moment, 15 jours toutes les 7 semaines. Et puis, vous verrez, ça se passera déjà nettement mieux. Continuer à développer les mesures non pharmaceutiques comme la distribution de FFP2 dans les transports pour les gens les plus fragiles, mettre des appareils de purification d'air. Vous verrez tout ça, on va y arriver, mais il nous faudra 5 ans parce qu'on est en France et qu'on est géré par une bande de branquignoles. Apprendre dans le temps long à vivre avec le risque évidemment, mais tout faire pour le maîtriser et le limiter et dédensifier nos rythmes de vie. Quand je vous parlais des médicaments autres que le Doliprane, vous avez bien compris, c'est la chloroquine, l'ivermectine et puis toutes les autres molécules que l'on peut repositionner et qui peuvent nous apporter un petit mieux. Il parle des antibiotiques macrolides, etc. Donc ça, c'est aux médecins et il faut laisser les médecins expérimenter des traitements dits compassionnels. Et donc, ils peuvent utiliser ça hors autorisation de mise sur le marché, les hors AMM, pour pouvoir faire un peu de bien aux gens, à défaut tant que ça, en tout cas, ne leur fait pas de mal. Voilà. Et donc, dédensifier nos modes de vie et on en arrive justement à l'immobilier. Donc plus on est concentré et plus on est évidemment dans des nids à virus, dans des nids à microbes et plus c'est compliqué. Donc il va y avoir une tendance naturelle à la dédensification, donc de l'exode rural à l'exode urbain. Voilà, donc les confinements, les trains quittant Paris pris d'assaut, c'est des copies d'écran, c'était juste pour vous illustrer mon propos. Reconfinement, les trains et avions pris d'assaut. Covid après l'annonce du confinement, les TGV pris d'assaut. Confinement et Covid, beaucoup de Parisiens déménagent dans l'Orne et en Mayenne. Depuis les premiers confinements, les Parisiens s'expatrient. Ouest-France, Nantes, pour leurs achats immobiliers, les Parisiens lorgnent vers la gare. Immobilier, ils quittent Paris pour la Seine-et-Marne et sa meilleure qualité de vie, etc., etc. La ville, c'est devenu un enfer. Et donc, les grandes villes sont devenues un enfer. Là, je me suis amusé à mettre ce petit panneau qui est assez drôle. Donc, sauf si donc vous pouvez tourner à droite, peut-être à gauche en fonction de la manière dont ça... Sauf les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 6h à 19h du 21 septembre au 20 juin. Sauf les mercredis de 14h à 19h du 21 septembre au 20 juin. Sauf livraison les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 6h à 11h. Voilà, la ville, c'est ça aujourd'hui. Donc, on se balade en trottinette, mais c'est interdit, mais c'est autorisé, mais ça c'est possible, mais ça c'est plus possible. Et puis il y a des heures et il y a des machins, et les livraisons et pas les livraisons. Et vas-y, va sur l'application mairie de Paris, change-ta-fenêtre.com pour que le livreur puisse amener la... Enfin bon, c'est très compliqué. La vie citadine est très compliquée. Alors quand c'est très compliqué, quand c'est très cher et qu'en plus on n'a plus les avantages de la ville que sont effectivement la vie culturelle, les plaisirs des cinémas, des sorties, des restos, etc., etc. Eh bien, la ville, elle passe de ville lumière à ville oppressante.
Alors justement, ce changement aujourd'hui, il est extrêmement palpable dans les chiffres. C'est une étude qui a été faite par Se Loger avec l'institut de sondage Opinionway. Et donc, que dit le site Se Loger? Après un an de Covid, on fait le bilan. Qu'est-ce que recherchent les futurs acheteurs en fait? 48% ciblent désormais une agglomération de moins de 20 000 habitants. Attention, on ne parle même pas de la province avec les grandes villes de province comme Bordeaux, Lyon, Marseille. Bordeaux, Lyon, Marseille aujourd'hui, c'est la ville oppressante aussi. Demandez aux Bordelais ce qu'ils en pensent avec les bouchons, la délinquance, les prix de l'immobilier. Aux Lyonnais ce qu'ils en pensent. Aux Marseillais, un peu moins pour les Marseillais, ils ont la mer, etc. Mais vous avez ces grandes villes qui sont vécues comme étant oppressantes et compliqué. Et donc en fait 48% de ceux qui veulent acheter aujourd'hui ciblent une ville de moins de 20 000 habitants. C'est extrêmement petit, c'est une véritable re-ruralisation et du territoire français. C'est un mouvement qui est extrêmement impressionnant. Ils étaient 16% en mai 2020 et on avait déjà un effet premier confinement et un effet première période, première mi-temps si j'ose dire, de la pandémie et de l'épidémie Covid. Donc 48% qui veulent aller dans les petites villes de moins de 20 000 habitants versus 16% en mai 2020. On avait déjà eu un premier effet qui se coule. 15% veulent s'installer carrément à la campagne contre 4%. Donc la campagne, c'est la campagne. C'est pas la ville de 20 000 habitants, c'est le champ de patates, le champ de betteraves, le champ de blé, le champ de colza, la forêt, la montagne, mais c'est la campagne et c'est rien dans la pampa. C'est ça la définition de la campagne. Et 23% souhaitent devenir propriétaires dans le nord-ouest. Et oui, on parle Normandie, Bretagne. Pourquoi? Parce que vous avez une proximité évidemment de Paris. Contre 19%. Contre 19% en février 2020, ça c'était avant le confinement. Autres éléments de réflexion sur les bouleversements qui commencent à concerner le marché immobilier. 54% sont vigilants quant à la connexion Internet et la présence de fibres. Et oui, il va falloir télétravailler. 32% recherchent un bien plus grand et disposant d'une pièce fermée, et oui, il va falloir télétravailler. Et donc quand vous avez des enfants et qui courent et qui gambadent dans la maison et dans le jardin, et que vous avez un salon pour 5 ou 6 personnes, et que vous travaillez dans le salon, c'est compliqué de télétravailler dans un salon et dans un 3 pièces de 50 mètres carrés. 35% font de la présence d'un extérieur un critère essentiel, et oui, quand on est enfermé, quand on est confiné, quand on n'a pas le droit de sortir, et notamment quand on a des enfants, mais pas que, on peut avoir par exemple des animaux, eh bien on a envie de pouvoir sortir plus qu'1 heure par jour dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez soi. Donc évidemment, eh bien on veut un extérieur, on veut un jardin, on veut un espace qui soit beaucoup plus vaste. Donc le bouleversement, il est durable pour le marché immobilier qui va s'adapter à la nouvelle donne de l'épidémie, du télétravail qui va devenir culturel, l'enseignement en distanciel qui va devenir essentiel et incontournable. Le besoin d'espace va devenir vital, puisque évidemment, encore une fois, la petite surface, c'est très très bien, mais quand on est une famille et qu'on est tous là et qu'il n'y a pas école et que les écoles sont fermées, qu'on ne peut pas sortir, ça va bouleverser la demande, même la typologie de ce que les gens recherchent. Et donc, comme on ne peut pas s'acheter une maison en plein Paris, eh bien, on va partir de Paris, et c'est exactement ce qui se passe. Et la ville dense, qui était déjà obsolète avec les fermetures d'usines, et les délocalisations, elles veulent le devenir encore plus avec les possibilités de télétravail. Alors la grande ville coûteuse et sans espace devient évidemment invivable en temps de pandémie. Alors vous imaginez, en temps de pandémie qui dure, eh bien on va quitter massivement les grandes villes. La France reste en réalité culturellement très campagnarde, on est profondément ruraux en réalité, et je vous rappelle que jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la population rurale en France était de plus de 65% de la population française vivait à la campagne. Et donc,
dans notre inconscient collectif, la campagne, c'est le refuge en cas de problème, et ça redevient le refuge évidemment, et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec 54% des gens qui ont un projet immobilier qui veulent aller dans des villes de moins de 20 000 habitants, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la ville, il y a quand même des magasins, il y a quand même des services évidemment, mais on a une proximité extrêmement forte vis-à-vis de la campagne. On est dans des circuits courts et puis vous faites 300 mètres ou 400 mètres et vous êtes dans les champs. Voilà, dans une ville de 15 000 habitants, vous faites, c'est un gros bourg, vous faites 500 mètres et vous êtes dans les champs. L'exode urbain est donc inévitable et il a d'ailleurs déjà commencé. Achetez la campagne proche de Paris avec le haut débit, la fibre et évidemment une gare et vous avez le quintet gagnant. Je voulais vous montrer, c'est un travail que je fais depuis des années en fait, de chroniquer cette idée d'exode, en fait, d'obsolescence de la ville et d'exode rural, exode rural. Puis maintenant, ce qui va répondre à l'exode rural qu'on a connu pendant quasiment 2 siècles, et ça va être la réciproque de l'exode urbain. Et donc cet exode urbain, regardez, moi j'en parle depuis des années, mais en 2018, la ville est obsolète. En Italie, distribution de terres agricoles aux familles de 3 enfants et plus. 2019, Paris, vie de merde, vendre la ville, acheter la campagne, c'est pas nouveau. Le télétravail poursuit son augmentation et va bouleverser la société. Toujours 2019. On a vraiment des tendances extrêmement lourdes qui sont à l'œuvre. Effondrement, il faut organiser dès 2020 l'exode urbain. C'était toujours en 2019, on n'était pas encore dans la pandémie. 40% des Franciliens en télétravail ne veulent pas retourner travailler. Alors ça, la pandémie avait déjà frappé. On avait eu notre premier confinement et donc il y en avait un paquet qui ne voulaient pas retourner au travail et qui n'y sont pas retournés. Ils ont fui la région parisienne. On est super heureux d'habiter à la campagne, 30 novembre 2020. Voilà, et puis là par exemple, immobilier rural, micro-ferme, habitat résilient, c'était un dossier stratégie de mars 2016, donc il y a 5 ans, voilà, donc et puis la lettre stratégie du mois dernier, celle de février 2021 sur l'immobilier neuf, la stratégie de la décennie. Donc là aussi, vous allez avoir de grands changements sur l'immobilier. La crise sera durable et le retour de l'inflation inévitable. Vous imaginez bien que si la pandémie dure, qu'on succède des confinements, des variants à d'autres variants, etc., et des vaccins à d'autres vaccins, et qu'on s'en sort pas, et que ça nous plombe pendant des années, vous imaginez un petit peu le recours à la planche à billets qu'on va devoir avoir, et donc évidemment le retour de l'inflation, il est inévitable. Donc l'achat d'actifs à crédit avec des taux bas, aujourd'hui, c'est à mon sens une bonne idée patrimoniale. L'obsolescence de l'immobilier ancien, loi climat, résilience, ça ne change rien. Donc c'est pour ça que ça plaide vers le neuf ou des rénovations lourdes et globales d'un habitat ancien pour le rendre justement résilient et adapté. C'était ce que je disais ici, immobilier rural, micro-ferme, habitat résilient. Et miser sur les actifs anti-inflation, parce que vous voyez bien que c'est encore une fois crise durable, impression monétaire durable, endettement durable, inflation inévitable. Misez donc sur les actifs anti-inflation, vous les connaissez, métaux précieux, immobilier, neuf et rural, matières premières. Restez à l'écoute, partagez cette vidéo et évidemment abonnez-vous à la lettre stratégie ou à la lettre d'information gratuite sur le site Insolentiae. Et puis ça y est, les prix baissent, on s'en fiche, je vous en avais parlé, c'était la semaine dernière. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, je vous souhaite une bonne réflexion. Prenez maintenant en considération dans vos stratégies personnelles de formation. Moi j'articule ça autour du PEL, patrimoine, emploi, localisation. C'est là-dessus, sur ce triptyque que je travaille dans les dossiers stratégie. Voilà. Intégrez dans votre réflexion sur votre patrimoine, votre emploi, votre localisation, le fait que la crise va être durable et qu'il va falloir s'y adapter pour bien le vivre ou pour le vivre le mieux possible. Partagez, mettez un gros doigt bleu de Schtroumpf à cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-la. Bonne réflexion, encore une fois. Pas de certitude absolue, pas de vérité que je veux vous imposer, des éléments de réflexion que je veux partager avec vous et puis que je veux vous amener à prendre en considération dans vos propres réflexions pour que vous ayez tout simplement une vie plus belle et une vie meilleure. Prenez bien soin de vous, à la semaine prochaine. Salut les amis.